Salut Giacomo, Ciao, enchanté. merci d'avoir accepté mon invitation. Giacomo, tu es réalisateur et tu viens de sortir un film sorti le 3 mai sur les écrans français. Ça s'appelle Disco Boy. C'est l'histoire d'un jeune homme biélorusse qui arrive clandestinement en France, qui rentre dans la Légion étrangère et qui croise sur son chemin. Enfin, je vais pas tout raconter, mais il y a aussi une autre histoire en parallèle d'un autre jeune homme dans le delta du Niger qui, lui, se bat pour la préservation de son territoire. Et donc, leur destin, on va dire, se croise. Voilà, comme ça, je fais pas trop de spoilers. Donc, beaucoup de pays qui sont traversés. Toi-même, tu es italien, tu as vécu au Canada, en Allemagne, là tu vis entre l'Espagne et la France, tu as aussi vécu en Palestine. Qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que pour toi plutôt, en tant que cinéaste, qu'est-ce que c'est pour toi une frontière? Et est-ce que pour toi ça a du sens, les identités nationales? En fait, vu qu'avec ma famille, on n'avait pas les moyens de voyager, dès que j'ai pu, avec des bourses, des résidences, en fait, tout ce que j'avais fantasmé pour des années, j'avais envie un peu de le vivre. Et du coup, oui, en particulier pour 10 ans, en fait, j'ai vraiment changé de ville tous les ans et, et aussi à travers ça de pays, justement, comme dans le parcours qui t'a résumé. Là, ça fait un petit moment que je suis à Paris, un peu entre Paris et Madrid. Et non, pour moi, en fait, c'était une façon, je pense déjà pour me construire, moi, je pense que c'était très important et pour mon identité et pour mon cinéma, justement, d'aller au-delà de mon pays et aller de quelque chose, me reconstruire un peu dans chaque pays. Parce que si tu recommences à zéro un peu chaque année, tu es obligé à te faire des amitiés de zéro, de même t'adapter à une autre culture, même si, par exemple, là, je suis en Espagne, ça reste assez proche, en France, relativement proche à l'Italie. Il y a quand même toujours un, un regard différent, même que tu poses, je pense, sur le pays par rapport aux gens qui y habitent, que ce soit sur la politique, que ce soit sur l'architecture, que ce soit sur ce qui est considéré comme normal à l'intérieur d'une culture. Et avec ton regard de l'extérieur, bah, tu te rends compte effectivement parfois des choses que les locaux ne voient plus, en fait. Et Mm. ça, c'était intéressant. Et même, ça m'a aidé à avoir un nouveau regard sur mon chez moi. J'ai pu réaliser mon court-métrage Fireworks, qui c'est sur un groupe de éco-terroristes qui font sauter la plus grande usine sidérurgique d'Europe. Après 2 ans de séjour au Moyen-Orient, et en particulier en Palestine, euh, c'est comme si en fait, même par rapport à ma conscience politique, elle avait quand même changé. En fait, de voir directement des choses avec mes propres yeux, voir qu'il y avait toute une partie de l'histoire qui n'était pas racontée ou en tout cas pas assez raconté, ça m'a donné en fait une espèce de prisme aussi plus complexe, je pense, sur la question et des territoires, mais aussi les questions géopolitiques, les questions disons, les différents colonisations auxquelles on a pris partie. Mais est-ce que toi, tu considères quand même que tu restes un réalisateur italien ou est-ce que tu t'es détaché de cette identité-là? Et je le mets en parallèle avec la façon dont j'ai décrit ton film. J'ai décrit les différents personnages en fonction de leur identité nationale. J'ai dit, c'est un Biélorusse qui rencontre un défenseur voilà, sur un territoire qui est le delta du Niger. Est-ce que pour toi, c'est pertinent de parler encore de ces identités nationales ou pas du tout? Toi, t'es encore un réalisateur italien? Je pense oui, dans le sens que, mais après, toutes ces identités, ils sont en mouvement en fait. Mm. Il faut pas les voir comme quelque chose figé. J'ai sûrement un réalisateur italien assez atypique disons avec une vision un peu plus internationale parce que ça regarde mon vécu. Mais le fait en fait que j'ai un rapport constant avec mon pays, que j'y passe quand même 3 mois par an, euh, ma famille est encore là-bas. En fait, il y a quelque chose. Ça reste ma première langue, mais après, je parle français aussi bien, je peux écrire en français, ça c'est important. Quand tu t'appropries d'une langue, de toute façon,
tu deviens un peu de ce pays-là aussi. Il y a quelque chose qui te colle aussi à la peau parce que la langue façonne aussi la façon de penser. Du coup, effectivement, de maîtriser plusieurs langues, l'espagnol, ça te donne effectivement cette possibilité de voir les choses par différentes perspectives, je trouve. Euh, Après, effectivement, Disco Boy, c'était drôle quand il est sorti en Italie. Justement, certains critiques disaient voilà, c'est l'unique film italien à la Berlinale, à compète, mais en même temps, ce film d'italien, il n'a rien à part la nationalité du réalisateur. Même en termes de langage, pour eux, c'était très euh, un film à part. C'était Mm. vraiment un film à part. Beaucoup, disons, plus européen qu'italien. Après, je ne sais pas, moi, il y a des réalisateurs italiens qui me sont extrêmement chers, euh, mais autant que des réalisateurs, je pense, asiatiques ou des réalisateurs français ou des réalisateurs américains ou allemands, quoi. Enfin, c'est comme ça. Enfin, c'est le continent du cinéma, que c'est un peu un continent à part. J'ai jamais vu ça comme quelque chose, les réalisateurs de mon pays, les réalisateurs d'un autre pays. Ce qui m'intéresse, c'est la façon de, de raconter une histoire, de raconter soi, de raconter le monde à travers des images. Alors, justement, on va parler de l'histoire que tu racontes. En fait, il y a un espèce de double mouvement dans ton film, au centre duquel il y a la France, c'est-à-dire que tu as un Biélorusse qui veut venir en France et dont l'objectif, alors on ne sait pas vraiment si c'est son objectif, mais c'est d'obtenir des papiers français. Enfin, il le dit jamais vraiment très clairement, mais en tout cas, on lui propose sans arrêt, voilà, on lui dit ton objectif, ça va être d'obtenir un papier français, notamment dans la Légion étrangère. Et il y a un autre mouvement où on est dans le delta du Niger avec ce village qui se bat. Alors, il se bat pour préserver son territoire. Et alors, on imagine, mais ça, c'est peut-être mes yeux de Français politisés, mais on imagine que ceux qui sont en train de détruire son territoire, qu'on voit à un moment, on voit qu'il y a des usines qui sont en train de ravager la forêt et le delta du Niger. On imagine que ces entreprises sont françaises et sont en train de le détruire. C'est-à-dire que comment toi, c'est quoi ton rapport à la France, ou plutôt quel rapport tu as voulu montrer dans ton film à la France? Qu'est-ce que tu as voulu montrer de la France? Tu as voulu montrer que c'était un pays qui continuait à attirer parce que on a envie d'y boire du Bordeaux et y manger du camembert, comme c'est dit dans le film? Ou est-ce que c'est la France prédatrice, notamment dans ces anciennes colonies africaines? Bah, c'est les deux choses, je pense. Je pense qu'il y a un côté de faire rêver et qui pousse effectivement les migrants à venir dans un pays. Euh, et il y a le côté aussi colonisateur qui reste, pas d'ailleurs seulement en France. En fait, la France, ça reste une puissance coloniale, mais ce n'est pas plus, bien sûr, des États-Unis ou de l'Angleterre ou plein d'autres pays. Ou même, il y a plein d'usines d'ailleurs, d'entreprises italiennes qui font au delta du Niger des dégâts, disons, pas inférieurs à ce qui fait la France. Donc moi, ça ne m'intéresse pas effectivement de. Après, ce film, il est basé en France. C'est mon film français. Ça fait plus de 10 ans que j'habite en France. Donc, bien évidemment, j'allais parler un peu d'une perspective aussi avec la France au centre de ce que je raconte. Mais par exemple, pour moi, ces ingénieurs qui sont kidnappés dans l'État de Niger, c'est possible qu'il y en ait deux Français, il y a un Anglais, il y a un Italien. Enfin, à un moment pour les libérer, intervient un commande de la Légion étrangère. Mais c'est qu'il y a la question des intérêts, elle reste quand même euh, complexe, insaisissable en même temps. Euh, mais on sait bien que à certains moments, tu sens quand même une volonté d'État de garder certaines choses, de faire un certain type de politique. Et effectivement, m'intéressait de raconter une histoire où la migration venait plutôt de l'Est, qu'elle est quand même un peu moins racontée, donc c'était une migration blanche de l'Est. Et de l'autre côté, tu avais un personnage africain qui il reste chez lui. Le personnage principal, il reste chez lui, qui combat chez lui, avec un côté un peu Don Quichotte. On sent que son combat, il est extrêmement difficile, parce que voué à l'échec déjà, vu l'imparité des choses. Mais après, c'est les principes même de la guérilla, en fait. C'est quand même pouvoir imaginer des choses, même avec des moyens et un nombre de personnes réduites. Donc, je ne pense pas que Jomo soit simplement un rêveur ou un naïf, pas du tout. Euh, mais disons, son combat, il est extrêmement difficile, presque utopique, quoi. Et c'est Mm. pour ça qu'au contraire, il y a sa sœur qui fait un peu principe de réalité, où elle sent que déjà tout est perdu et qu'elle rêve de partir.
Mm. Est-ce que tu dirais que ton film s'inscrit dans un cinéma de reconstruction? Dans quel sens, la construction? À reconstruction entre, notamment, tu sais, on parle souvent de reconstruction entre la France et ses anciennes colonies. Il y a tout un cinéma, notamment, qui dénonce ce néocolonialisme et on dit que c'est du cinéma de reconstruction. Mm. Moi, j'ai toujours du mal avec des films à thèse qui Mm. sont là pour te convaincre de quelque chose, pour te prouver quelque chose. Moi, je préfère une approche plutôt que trouble, en fait, des convictions Mm. et qui justement soit un petit peu plus insaisissable parce que ça met un moteur, je pense, ta pensée. Parce que un cinéma qui finalement confirme nos convictions, parce qu'à la finalement, qu'est-ce qu'il passe souvent avec les cinémas d'auteur ou un cinéma, disons, engagé même politiquement, qu'on s'adresse à nous-mêmes finalement, on se raconte les choses entre nous, mais ça bouge rien à la fin. Mm. Et enfin, je suis un peu drastique, mais le danger, en tout cas, c'est ça un peu le danger. Et en tout cas, moi, en tant que spectateur, je préfère avoir un objet, une œuvre qui plutôt mine certaines certitudes et qui me donne des choses dans une clé un peu plus euh, disons, plus complexe des choses. Je pense, par exemple, dans le film La Légion étrangère, en soi-même n'est pas raconté comme le mal absolu. Mm. C'est plutôt l'utilisation qui est faite, sinon de la Légion étrangère, qui est plus machiavélique, disons. Euh, mais par exemple, le chef-lieutenant de la Légion étrangère qui fait un peu l'instructeur pendant les entraînements et qui après s'adresse à Alex n'est pas du tout comme l'instructeur de Full Metal Jacket, par exemple. Il a plus quelque chose de paternel, et assez dur, mais à la fin, il a plutôt juste. Donc, et je peux voir comme la légende de quelque sorte soit une famille pour ces gens qui arrivent en France sans papier, sans connaître personne et qui se rassemblent ensemble. Euh, mais bien sûr, je raconte effectivement entre les lignes la question effectivement du chantage, la question d'utiliser cette condition effectivement défavorisée de ne pas avoir des papiers, que c'est tout aujourd'hui, pour avoir de de la chair à canon. Parce que c'est ça souvent. Est-ce que tu as quel rapport tu entretiens avec la réalité? Parce que ton film, il est, je veux dire, la proposition esthétique du film est assez éloignée de, je sais pas, de la réalité à la fois dans sa narration, dans les images, dans la façon dont les gens parlent, dont ils s'expriment ou dans ce qu'ils font, en fait. Euh, Est-ce que toi, ça t'importe ce rapport à la réalité ou est-ce que Bah, ça, en fait, ça moi, s'inscrit dans le groupe, comme tu dis? je comprends. Non, pour moi, en fait, je pense que le cinéma, pour intéresser justement des gens qui ne soient pas seulement la bourgeoisie, et moi, je m'adresse pas seulement à la bourgeoisie parce que je ne viens pas du milieu bourgeois. Donc, c'est important pour moi que je puisse m'adresser aussi au milieu de je viens. Euh, le cinéma, je pense, pour s'adresser à un public qui soit pas vaste nécessairement, mais transversal, disons, plus transversal, il faut, à mon avis, qu'il soit bigger than life, comme disaient les Américains. Mais je pense qu'il ne faut pas laisser ce bigger than life aux Américains. Parce que le risque, c'est qu'il n'y a que des films de super-héros. Mais en fait, la question de raconter quelque chose de plus grand de nos vies, d'avoir une dimension mythologique, une dimension iconique, quelque chose qui était plus un peu plus loin de nos vies. Les gens, souvent, ils n'ont pas envie de voir leur vie au cinéma telle qu'elle. Il y a envie de quelque chose plus grand. Et effectivement, ma façon d'explorer ça, c'est par exemple de inclure, disons, dans le réel aussi la dimension de l'invisible, par exemple. Euh, ou par exemple, l'onirisme. Enfin, j'aime pas dans les films quand c'est un rêve, quand ça change les couleurs, quand ça change d'un coup les codes, c'est clairement qu'on dit ça, c'est un rêve. Mais ça, c'est des choses que nous, pour se protéger, on se raconte même dans la réalité. On aime séparer les choses, mettre les choses dans des cases tout le temps avec des étiquettes, mais en réalité, tout est beaucoup plus en mouvement, tout est beaucoup plus communicant, il y a une porosité extrême dans les choses. Et je pense aussi dans la dimension, disons, virtuelle et celle qui est plus actuelle, disons. Et c'est les deux dimensions qui, pour moi, constituent le réel. C'est pas, le réel n'est pas seulement ce qu'on touche, ce qu'on voit immédiatement.
c'est aussi ce qu'on projette, c'est aussi ce qui est encore invisible, mais qui peut surgir d'un moment à l'autre. Et comment nous, on en rapporte à cet invisible m'intéresse beaucoup, et ça change beaucoup dans les cultures aussi. Euh, Disco Boy explore un certain type, effectivement, d'invisible, pas tout l'invisible possible. Qu'est-ce que tu crois que peut encore le cinéma dans notre société? Tout à l'heure, tu me disais, moi, j'investis la zone trouble en tant que spectateur, c'est ça que je recherche. Euh, la question est peut-être un peu brutale, mais est-ce que tu crois que c'est suffisant? C'est suffisant les cinémas? Ouais. Bah, il n'y a rien qui est suffisant en soi dans le monde, je pense. Euh, Mais toi, Par tu y contre, consacres ta vie, en fait, c'est pour ça. dans ma vie, Non, tu y consacres ta vie au cinéma. ah, moi, oui, moi, je consacre ma vie. T'imagines que c'est très, très important. Oui, bah, moi, c'est la chose avec laquelle je m'exprime au mieux, je pense. Avant, moi, effectivement, je, j'écrivais des poèmes quand j'étais ado, ou je faisais un petit peu de peinture, mais quand j'ai découvert le cinéma et j'ai commencé à faire des films, j'avais 16 ans, 17 ans, j'ai abandonné tout le reste, en fait, mais sans aucun regret. C'est comme si immédiatement, j'avais trouvé quelque chose qui me permettait vraiment de m'exprimer à un niveau beaucoup plus profond, plus ample. Et après, je ne suis pas aveugle ni sourd, dans le sens où je vois que, mais heureusement, le cinéma n'est plus au centre du débat de la société. Les gens parlent beaucoup plus des séries, par exemple. Mhm. Euh, Et alors, c'est grave. c'est grave. Il y a quelques bonnes séries, Mhm. mais Ouais, ils pour sont pas, le cinéma, hein. Il y a mais ils aussi. sont pas beaucoup. Oui, mais en fait, la question, alors c'est relativement simple. C'est très compliqué de faire quelque chose de bon qui dure 10 heures ou 20 heures ou Mhm. 30 heures. C'est Mhm. très, très compliqué. Il faut du temps. Moi, j'ai mis 10 ans pour faire Disco Boy. Mhm. Donc, c'est ça, en fait. Les séries, tu rentres dans une autre logique, disons, de production, des vitesses de tournage, d'écriture. Enfin, c'est toute une autre logique. Donc, c'est hyper compliqué de vraiment que ça sent pas la soupe allongée, en fait. Moi, Mhm. souvent, même dans les meilleures séries, même dans les très bonnes séries, parfois, c'est la soupe allongée, quoi. Mhm. Et, et que le cinéma, c'est un objet. C'est un objet, il a quelque chose qui est là, quelque chose qui, quand c'est réussi, et c'est sûr que aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'on fait un peu moins des films bien peut-être qu'il y a 30 ans, mais peut-être plutôt en Europe, c'est plutôt une décadence de la culture occidentale, parce que je trouve qu'ailleurs, je pense au cinéma chinois, il y a des choses extraordinaires qui se font tous les ans, et pas que là-bas d'ailleurs. Euh, mais au-delà de ça, la chose, c'est effectivement je pense, le cinéma, par rapport au temps qu'il a, Mhm. de se créer, d'écriture, de se financer, de se filmer, il a un autre temps par rapport à la télévision. Et ce temps est indispensable, finalement, je pense, pour avoir une distance par rapport au monde, pour avoir une distance par rapport à ce qu'on écrit, à ce qu'on a créé. Et c'est cette distance qui fait une justesse aussi, et qui fait des choses qui restent à la fin. Il n'y a pas beaucoup de séries qui restent. Mhm. J'ai une dernière question. Tout à l'heure, tu disais l'importance de t'adresser aux catégories populaires aussi, d'où tu viens dans ton film. Je sais pas, j'imagine que même toi, tu n'as pas la sociologie des gens qui sont allés voir ton film. Mais c'est sûr que j'ai du mal en fait à imaginer aujourd'hui le cinéma comme étant le médium le plus efficace pour aller précisément toucher le plus grand nombre de gens. Hélas. Enfin, et ton cinéma en particulier. Tout à l'heure, tu parlais de l'importance du cinéma américain, des super-héros, etc. Eux, ils arrivent à toucher tout le monde, mais c'est à peu près les seuls au cinéma qui arrivent à toucher tout le monde. Donc, Ben, est-ce moi, qu'il j'ai jamais dit que je voulais toucher tout le monde. non, t'as pas Pas, dit tout le pas- monde, mais t'as dit ouais. les catégories populaires. Transversal, d'être transversal. Et oui, et après, je pense le fait d'être... Et ça m'intéresse pas d'être efficace, en fait. Mm, La question de l'efficacité, c'est une question qui n'a pas de rapport avec l'art, mm, euh, un rapport avec l'industrie. Le cinéma, c'est aussi une industrie, donc tu te confrontes avec des problématiques de l'industrie, mais la question du cinéma d'auteur, en tout cas d'un certain cinéma d'auteur, c'est comment effectivement, et c'est hyper compliqué, toujours d'être entre deux chaises en fait. mm, D'un côté, il faut que le film fasse un minimum de chiffres pour pas que ce soit un désastre. De l'autre, tu vises pas d'avoir, je sais pas,
Tu peux pas viser d'avoir 100 000, 200 000 spectateurs en salle. Moi, les films que j'aime, ils font pas 100 000, 200 000 spectateurs en salle en France. Mm. C'est tout simple que ça, en fait. Parce que dès que tu essayes de faire quelque chose, il y a des exceptions, mais ils sont vraiment des étoiles dans l'univers. Mais en général, oui, le cinéma qui, moi, m'intéresse, c'est fait ça. Mais après, je pense qu'on peut être surpris, justement, aussi dans une salle de cinéma, qu'il y a des gens différents, en fait. Mm. Et moi, je le vois même par rapport aux messages que je reçois, aux commentaires que je reçois. Ils sont absolument pas seulement de la bourgeoisie, Mm. mais clairement. Il y a des gens très différents qui peuvent voir des films. Après, euh, même j'étais surpris, par exemple, en Italie, après, je parle d'un public transversal, parce qu'un public aujourd'hui typique du cinéma d'auteur, qui d'ailleurs est visé souvent par les distributeurs, c'est un public âgé de 60-70 ans. C'est Mm. ça le public qui fait normalement la plupart des scores au cinéma. Et moi, du début, j'avais dit que Disco Boy, bien évidemment, moi je suis ravi, c'est les gens de cette génération vont voir mon film parce qu'ils ont aussi une cinéphilie, une perspective plus large. Mais je savais qu'avec les langages que j'allais proposer, j'allais m'adresser avant tout aussi à des gens de 20, 30 ans. Et c'était un peu un pari d'amener des gens de 20, 30 ans voir autre chose aussi. Mm. Et sur ça, je pense que c'est un pari gagné parce que moi, quand je vais présenter mon film, vraiment souvent, les salles, ils sont pleins de jeunes. Mm. Et c'est pas un hasard que Disco Boy marche bien, surtout dans les cinémas où ils sont dans des quartiers où il y a beaucoup de jeunes. Et par exemple, en Italie aussi, j'étais marqué qu'il y avait beaucoup de fils de deuxième génération de l'immigration. Mm. C'est aussi hyper rare. Normalement, il n'y a que des blancs. Mm. Ça, encore, ça bougeait des choses. Donc après, tu peux pas penser, comment dire, que tous les migrants de France viennent voir mon film. Mais par contre, j'ai senti énormément dans les échanges avec les publics comment les gens, un peu comme moi, mais avec des parcours, si tu veux, beaucoup plus grands et, encore, et beaucoup plus difficiles, étaient extrêmement touchés par le film, par les apatrides, Mm. par les gens qui sont fuis de leur pays, qui ont énormément lutté pour avoir des papiers. Ça m'a touché énormément. Et ça, je l'ai eu depuis Berlin jusqu'à l'Italie, la France, enfin tous les pays où je suis allé. Il y a souvent des gens qui sont intervenus dans les échanges avec moi, qui étaient des gens, et j'ai entendu de leur accent, c'était des gens qui comme ça, finalement, ils n'appartiennent à aucun pays. Et finalement, il y a aussi cette solitude de l'apatride. Et Mm. le film me raconte. Donc, quand moi je dis que j'essaie d'être transversal et toucher ça, c'est aussi ça. C'est pas l'ambition, mais heureusement, il y a une époque où les cinémas étaient blindés et tout le monde allait voir 8 et demi ou la Dolce Vita di Fellini. Cette époque est finie. Mm. C'est impossible de revenir en arrière. Parce que dans cette époque, en fait, déjà, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait que les cinémas. Il y avait un numéro limité des films qui se faisaient, qui sortaient au cinéma. Du coup, c'était même beaucoup plus facile que par hasard, les gens allaient voir un autre objet. Les gens, en moyenne, étaient énormément plus cultivés aussi par rapport à ça, parce que le fait, moi, je pense, j'aime par exemple aussi le foot, surtout le jouer plus encore que le regarder. Parfois, c'est intéressant de voir dans des vieilles photos, comme même les joueurs de foot lisaient des vrais livres. Mm. Aujourd'hui, c'est inimaginable. Mm. Il y en a peut-être trois. Mm. Donc, et tout un peu comme ça. Donc, c'est comme si tout s'est sectoralisé beaucoup plus. C'est Mm. comme les gens qui regardent certains types de films, qui lisent certains des livres, c'est un peu un univers à part. D'autres gens font ça. Tout est un peu plus isolé. Et ça, c'est une réalité, en fait. Mais heureusement, c'est ça. Comment casser, briser ça, c'est très difficile. Je ne sais pas si moi j'y arrive. Et donc, toi, tu résistes toute direction. Toi, tu dirais que tu fais un cinéma de résistance. J'essaie de qualifier ton cinéma, genre coûte que coûte, de le foutre dans une case. Non, je rigole. Mais est-ce que tu penses résister en faisant ton cinéma, justement, résister à Alors, tout ce que tu moi, racontes? j'ai peur toujours de ces étiquettes parce que plus s'auto-définir, moi, je trouve très arrogant. C'est les autres qui peuvent définir peut-être ton cinéma, si on veut utiliser des mots comme ça grands, tu vois. Moi, je peux dire résistant, dans le sens, pour moi, c'était une résistance pour faire ce film. Moi, j'ai mis 10 ans pour faire ce film, pour le défendre, dans sa singularité. Une des choses les plus dures à défendre, c'était par exemple de pouvoir raconter aussi l'autre, de ne pas raconter la guerre seulement d'une perspective, en plus d'un blanc, même si on parle d'un Bélarus dans ce cas-là, mais avoir aussi la perspective
de l'Africain, d'avoir un moment du film, une demi-heure, où on perd le personnage principal et on plonge dans une autre narration et on voit un autre point de vue. Donc, défendre ça, c'était très compliqué. Mm. Très, très compliqué parce que souvent, et pour l'industrie, mais même les commissions, et tout le monde me disait non, mais ça serait bien d'entremêler les deux histoires, il faut faire au moins un montage parallèle, ou il n'y a pas assez d'argent pour faire les deux, pour tourner en Afrique. Moi, si j'aurais fait des certains compromis, ou faire un casting beaucoup plus que bling bling, j'aurais pu tourner en 3 ans. Mm. C'est sûr et certain. J'avais déjà 1,8 million au bout de 3 ans sur ce film. Mais le fait de vouloir garder la singularité du film, certains partis pris importants pour moi, parce que tu fais certains compromis quand tu fais un film, et ça c'est normal, tu fais des compromis avec le réel. Enfin, déjà que tu as un truc théorique et tu essaies de le mettre en forme dans le réel, tu fais des compromis. Donc, il ne faut pas être absolu, tu n'es pas sur une tour à part dans le monde. Mais autre chose, c'est faire des compromis qui vont détruire l'âme de ton film, Mm. détruire le sens de ton film, même le sens de ton travail. Ça, je ne fais pas. Ça, moi, Mm. j'ai une ligne très claire, j'ai jamais fait. J'ai toujours fait mes films et les films que je voulais faire. Ça prend du temps, mais ça, et sur ça, il y a une forme de résistance, c'est sûr. Et je suis très content, vraiment, quand j'ai présenté mon film, et parfois, il y avait des jeunes cinéastes ou des aspirants cinéastes qui me disaient, ce film, ça nous a donné quand même la foi que c'est possible. C'est Mm. difficile, mais c'est possible encore faire un certain type de cinéma. Mm. Parce qu'effectivement, parfois, on se regarde autour, on se dit, non, mais ce cinéma n'existe plus. Mm. Ce cinéma de cette ambition-là, en plus comme un premier long métrage, en plus avec un casting qui n'est pas vendeur en soi. Mm. Euh, Il l'est, donc hein. sur ça, oui. Le casting est vendeur, hein, enfin. Mais non, mais Non, mais pour le CNC ou pour les chaînes ou je sais pas quoi. je t'assure que pour 10 ans, personne ne voulait de mon casting. Mais ils sont extraordinaires. Donc, Oui, ben, c'est pour ça que je les ai choisis. Mais je vais dire, aujourd'hui, tout le monde dit bravo sur le cast, et ils adorent les acteurs, et c'est génial, parce que moi, je savais que c'était vraiment, chacun de eux, c'était ma première choix pour le rôle. Et c'est le choix que je le défends, parce qu'ils avaient l'âme un peu du personnage, de quelque sorte. Je savais que pour un film, en plus, où il y a peu de mots, où on n'est pas à chaque fois en train de dire les causes des choses, mais plutôt d'être déjà dans les effets et que tu rassembles des choses et tu projettes des choses, il fallait ce type de comédien où tu peux vraiment projeter des choses sur eux. Quelqu'un comme Rogoski, mais aussi Mordia, aussi Laetitia qui sont vraiment cette force, en fait. Mais je vous assure que si j'aurais eu un grand acteur français, parce qu'on m'a proposé ça. Enfin, imaginez pour moi l'absurdité de faire un film comme Disco Boy sur un légionnaire à l'étranger et le faire jouer par un Français qui joue en étranger. Enfin, les trucs plus débiles de la il y en a qui Terre. font moins chier que toi, hein. Hein? Il y en a qui se font moins chier que toi, des réalisateurs qui se disent, oh, pff, allez, tant pis. Ah ben c'est sûr, mais même mes amis les plus chers, ils me disaient, non mais Giacomo, mais laisse tomber, mais fais un film à 1,5 million, fais ton premier long comme ça, après le deuxième, ça sera plus beau et ça sera plus comme tu veux. Mais en fait, non, parce que je pense qu'on n'a pas 1 000 choses à dire, on a un truc limité des choses à dire, et il faut essayer de les dire je Mm. dis pas bien parce qu'on essaie toujours de faire des choses bien, mais cohérent à ce qu'on voulait dire. Et c'est pour ça, mais maintenant, parfois j'ai des propositions de faire des choses beaucoup plus, vraiment des films clés à la main. Bah, tiens, 5 millions, fais ça pour, je ne vais pas mentionner les chaînes ou les plateformes, fais ça, euh, mais ça m'intéresse pas en fait. Ça, moi, j'ai la chance de pouvoir faire mes films, d'être aussi dans un pays où je peux avoir quand même le Final Cut, chose qui n'est pas partout. Et du coup, ça, c'est une place privilégiée en tant qu'artiste. Très dur à garder et que chaque film, c'est un combat, mais quand même, c'est une place privilégiée. Et c'est à cause de ça que j'ai fait ce travail-là. Sinon, je ne pourrais pas. Eh ben, merci beaucoup, Giacomo. Donc, j'enjoins tout le monde à aller voir ton film. C'est dans encore beaucoup de salles en France, notamment. Absolument. Disco. Même on a augmenté les salles. Oui, On a j'ai vu augmenté ça. des 10 salles. Ah Donc bah, ça veut dire que malgré, voilà, soit un film effectivement différent, très singulier. Ce qui me touche, c'est que finalement, on a quand même eu, et du coup, c'est pas une sortie énorme. On avait seulement 55 copies, là, on est monté à 65, mais les chiffres qu'on a, ils sont bons. Enfin, on est la deuxième meilleure film avec moyenne de spectateurs par copie parmi tous mm, les films, juste après le film de Avengers, justement. mm, Donc, ça prouve que, encore une fois, euh, c'est possible parfois faire des choses
voilà, qui peuvent être, je pense, transversales parce que c'est important, en fait, qu'on arrive à communiquer aussi au-delà de notre boule, de quelque sorte. Ça, c'est fondamental, notamment, et c'est très politique. Merci beaucoup, Giacomo. Merci à vous.